Salut à tous! Alors je sais que sur cette chaîne, on partage deux passions en commun, c'est l'automobile forcément, mais également le cinéma. Je le sais grâce au succès assez phénoménal de chacune de mes vidéos où je vous explique ce que sont devenues telle ou telle voiture de film. Vous adorez ces vidéos, d'ailleurs j'essaie d'en écrire d'autres, donc ça va arriver, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, je voulais pas vous faire une vidéo exactement comme celle-ci. Je voulais pas vous faire la vidéo assez simple de qu'est-ce que sont devenues les voitures qui ont été utilisées sur le Mans 66. Tout simplement parce que le film a été tourné beaucoup trop récemment et les voitures sont encore soit en vente, j'en ai trouvé quelques-unes en vente aux enchères ou des choses comme ça où elles viennent à peine d'être vendues, donc il n'y a pas encore de quoi faire une vidéo. Là où ça peut être intéressant, c'est que ce film est tiré vraiment d'une histoire vraie et donc il y a peut-être une comparaison à faire entre ce qui s'est passé réellement et les quelques erreurs que le film a acceptées, ou tout du moins les facilités qu'ils se sont autorisées. Donc vous l'aurez tous compris, aujourd'hui je vais vous parler des différences entre le film Le Mans 66 et comment ça s'est passé en réalité. Cette histoire entre Ford et Ferrari m'a toujours fasciné et d'ailleurs j'avais très envie de vous en faire une vidéo il y a quelques mois et j'avais même commencé mes recherches un petit peu et quand j'ai vu que le film allait sortir, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais pas faire de vidéo, j'imagine que le film va raconter l'histoire. Le souci, c'est que comme je vous le disais, j'avais déjà commencé quelques recherches, donc j'ai détecté quelques petites incohérences dans le film et j'ai vu l'opportunité de vous faire une vidéo comparative entre le film et la réalité. Je vais commencer par vous dire que c'est pas une critique négative du film, hein. J'ai adoré le film, je me demande si c'est pas même un des meilleurs films sur l'automobile qui m'a été donné de voir, vraiment j'ai adoré et je pense que toutes les petites erreurs, toutes les petites incohérences, c'est parce qu'au bout d'un moment, il faut condenser ça en 2 heures de film et que c'est pas évident. Mais pour quelqu'un comme moi, comme quelqu'un comme vous, on aime aller un peu plus loin dans l'histoire, on aime fouiller un petit peu plus. Du coup, je pense que c'est intéressant de vous dire les 2-3 trucs qui sont pas passés exactement comme dans le film. Ceux qui n'ont pas encore vu Le Mans 66, foncez au cinéma. Allez le voir, cette vidéo est pas sponsorisée, il y a énormément de vidéos sponsorisées par ce film en ce moment, mais cette vidéo, elle est pas sponsorisée, mais je vous dis d'aller le voir parce que je vais spoiler allègrement tout au long de la vidéo le film. Alors c'est un petit peu dommage, je trouve que si vous connaissez pas l'histoire, allez-y sans regarder comment ça s'est passé, parce que ça peut être vraiment intéressant de découvrir l'histoire pendant le film. Première petite anecdote, est-ce que vous savez que Le Mans 66 ne s'appelle pas comme ça aux États-Unis ? Il s'appelle Ford vs Ferrari. En fait, c'est un problème dans des lois européennes qui ne laissent pas les films s'appeler telle marque, botte le à telle marque, et c'est assez compréhensible. Et de toute façon, je trouve que Ford vs Ferrari, le titre est pas si bien trouvé que ça, parce que quand on a vu le film, on se rend compte que c'est surtout Ford vs Shelby, quoi. C'est Ferrari et vraiment c'est l'élément déclencheur, mais finalement on n'en parle pas tellement pendant le film. Donc cet élément déclencheur, c'est le rachat de Ferrari par Ford. Est-ce que ça s'est passé exactement comme décrit dans le film? Pas tout à fait. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi Henry Ford était aussi énervé contre Enzo Ferrari. Et c'est pas parce qu'il l'a appelé gros porc, je veux dire. L'insulte a bien eu lieu. En fait, toute cette tirade décrite dans le film a bien eu lieu. Il y a des avocats qui étaient présents à ce moment-là qui ont pu témoigner que Enzo Ferrari a bien dit aux représentants de Ford qu'il était hors de question de vendre une entreprise qui fait des grosses voitures affreuses dans une grosse usine affreuse dirigée par un gros porc qui se prend pour Henry Ford alors qu'il n'est que le deuxième du nom. Donc Enzo Ferrari a bien fait cette tirade, certes, mais c'est pas ce qui a énervé Ford. C'est pas non plus le rachat de Ferrari par Fiat. On indique un petit peu dans le film que ça pourrait avoir déclenché quelque chose. En réalité, quand on se renseigne, Fiat n'a racheté Ferrari qu'en 1968, donc bien après toute cette histoire. En réalité, ce qui a énervé Henry Ford II dans toute cette histoire, et ce qui n'est pas suffisamment décrit dans le film, c'est le temps et l'argent qui ont été dépensés par Ford pour que ce rachat se fasse. Dans le film, on a l'impression que ça dure quelques heures, allez, 2-3 jours maximum. Dans la réalité, ça a duré des mois. Ils ont pu aller vraiment très loin dans les recherches, ils ont fait toute une expertise de Ferrari, etc. Ils ont littéralement dépensé des millions de dollars pour savoir exactement ce qu'ils étaient en train de racheter. Ils avaient commencé à sketcher quelques logos. Ça, d'ailleurs, on le voit dans le film. Ce qu'on ne voit pas forcément, par contre, c'est que toute la presse mondiale était persuadée que ça allait se faire. Tout le monde disait Ford a racheté Ferrari. Tout le monde disait que c'était fait. Et en fait, il n'y avait plus qu'à signer. C'est un petit peu comme si on vous disait maintenant que PSA et FCA ne fusionnaient pas.
Ça serait, mais attendez, il y a un mois, on était en train de nous dire que c'était fait. Bah là, c'est un petit peu pareil. Donc ça a beaucoup énervé Henry Ford 2. Encore une fois, ce qui n'est expliqué que très implicitement dans le film, c'est que Ford a bien essayé de le faire à l'envers à Ferrari. En fait, la ligne du contrat sur laquelle Enzo Ferrari va tiquer et va dire « Attendez, là, c'est pas possible », c'est une ligne du contrat qui est en train de clairement dire que Ford a le contrôle sur toute la division course de Ferrari, alors que toutes les discussions jusqu'alors disaient bien que Enzo Ferrari gardait la partie course et que Ford prenait la partie voiture de route. C'est vraiment un coup bas de la part de Ford, mais je pense que ça n'a pas été décrit dans le film parce qu'il est important pour des films grand public de bien identifier les gentils et les méchants, quitte à largement exagérer certains traits de caractère. Vous vous doutez bien que dans la réalité, les personnages décrits dans le film sont beaucoup plus nuancés, notamment Leo Beebe. C'est clairement le grand méchant du film. C'est le mec qui essaie de faire capoter tous les projets de Shelby, c'est le mec qui essaie de faire en sorte que Ken Miles ne soit pas au volant pendant les courses. Bref, c'est le méchant du film. Alors qu'en réalité, pas tant que ça. En réalité, il n'avait pas grand-chose contre Ken Miles, il n'avait pas grand-chose contre Carroll Shelby, et pourtant dans le film, il est décrit comme la plus grande des enflures, quoi. Alors malheureusement, on peut pas lui poser la question parce qu'il est décédé en 2001, mais il y a eu pas mal d'interviews de ses collègues, des gens qui ont travaillé avec lui, et tout le monde a dit avoir été choqué par la représentation de Léo dans le film. Il était certes très déterminé au travail, et il fallait que le travail soit bien fait et que ça fonctionne, mais c'était vraiment quelqu'un de très sympathique et surtout sans animosité aucune pour Miles. Et si je vous parle autant de Leo Beebe, qui est un personnage relativement secondaire dans le film, c'est parce que la dramatisation de ce personnage crée énormément d'incohérences tout au long du film. Si Beebe ou Ford n'ont rien contre Miles, pourquoi ils lui refusent de participer aux 24 heures du Mans en 1965 ? Parce qu'on le voit bien dans le film qu'il est dans le garage à Los Angeles, dans le garage, plutôt un gros hangar à avion, mais on le voit écouter la radio à Los Angeles et il écoute Le Mans 65 et il entend que les voitures cassent, etc. Puis il dit « Ah, je vous avais dit que c'était la boîte de vitesse ». Mais pourtant, si Léo ou Ford n'ont rien contre Miles, pourquoi ils lui ont refusé la place ? Eh bien en réalité, il y était. Il était en France, il était au Mans et il a participé au Mans 65 sur une Ford GT40. Alors effectivement la voiture a cassé, effectivement c'est la boîte de vitesse, mais c'était Ken Miles qui était au volant, il a fait 45 tours. En fait j'ai retrouvé les résultats officiels, donc vous pouvez les voir ici, il a bel et bien participé. D'ailleurs cette course de 1965, c'était énorme avec une vraie bataille entre Ford et Ferrari. Je pourrais faire une vidéo complète sur cette édition de 65 tellement c'était de la folie. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas été représentée dans le film. Après le truc c'est que c'était une bataille gagnée par Ferrari, donc peut-être qu'ils n'avaient pas envie de montrer ça dans le film qui est quand même un film très américain. Encore une fois, un petit peu plus tard dans le film, je vous rappelle, Léo n'a rien contre Ken Miles et il n'y a pas de souci pour qu'il prenne le volant. Donc toute la scène où Carroll Shelby enferme Léo dans son bureau afin de pouvoir prendre Henry Ford 2 dans une GT40 et faire un tour, c'est inventé de toutes pièces, c'est jamais arrivé. Déjà pour une raison très simple, c'est qu'un PDG d'une si grosse boîte ne prend pas des risques avec une voiture en développement qui n'est pas sécurisée. J'ai rien que dans le film, ils en ont craché 2 et je peux vous assurer que pendant le développement, il y en a quelques-unes qui ont été crachées. Mais du coup, si ce tour en voiture n'a jamais eu lieu, la conversation entre Carroll Shelby et Henry Ford 2 qui se passe dans la voiture, est-ce qu'elle a eu lieu ? Non, Carroll Shelby n'a jamais parié son entreprise, la Shelby Motors Company, avec Ford sur une victoire de Ken Miles. D'ailleurs, la fameuse course où Ford interdit à Ken Miles de dépasser les 6000 tours minutes, du coup il se fait laminer sur toute la course et c'est seulement à la fin que Carroll Shelby arrive avec son fameux panneau 7000 plus go like hell et du coup il lâche les chevaux et du coup il rattrape tout le monde et il gagne au tout dernier moment à quelques mètres de distance. J'ai regardé les résultats, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il a effectivement gagné la course, mais à aucun moment il a été retenu. Il a donné tout ce qu'il avait et il est arrivé avec 8 tours d'avance sur le deuxième, qui était effectivement une GT40 également, mais il est arrivé avec 8 tours d'avance. Donc en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Tout le drama, si vous voulez, entre Ford et Ken Miles, il a été
énormément exagéré. Alors il y avait quelques très petites tensions, il y en avait quand même parce que c'est basé sur quelque chose, mais c'était vraiment très léger. C'était simplement que Ken Miles passait un peu mal à la caméra. Les gens de chez Ford avaient peur effectivement qu'ils disent des bêtises ou qu'ils passent mal à la caméra, mais au final c'était pas vraiment un souci étant donné qu'il était très bon pilote. En réalité on lui a pas interdit de concourir, il n'y a jamais eu de soucis de ce niveau là. Il y a également quelques incohérences au niveau du développement même de la voiture, la fameuse GT40, la Ford GT40, la mythique. Dans le film on nous laisse penser que c'est Carroll Shelby et Ken Miles qui ont tout fait, ils sont seuls responsables du développement de la voiture de A à Z. Je veux dire clairement, au début du film on nous dit que Carroll Shelby va construire la voiture en 90 jours. En réalité le développement de cette GT a commencé sur une Lola Mark VI, qui est une voiture de sport anglaise avec qui Ford avait des accords. Et tout ça a débuté début 1963, donc même avant que le deal avec Ferrari tombe à l'eau. Alors que Carroll Shelby ne prend la direction du projet qu'en 1965, après la fameuse défaite de 1964. Donc lui, il a très largement contribué à la victoire du Mans 1966. Il a fait de la GT40 ce qu'elle est devenue entre 65 et 66, ça c'est sûr. Mais il n'était pas là, ou alors seulement consultant avant cela, au début du projet. Il y a vraiment d'autres ingénieurs, il y a d'autres personnes qui ont travaillé dessus. Et c'est pas une création de la Shelby Motors Company. Et c'est d'ailleurs pour ça que la voiture apparaît comme par magie dans le film, au pied d'un avion, sous une bâche, et que Ken Miles peut l'essayer tout de suite. C'est parce que la voiture était déjà existante. C'est implicitement dit dans le film, mais clairement, la voiture était déjà existante. Pendant le développement de la GT40, pour faire les tests aérodynamiques, ils ont effectivement mis des petites ficelles de coton attachées avec du scotch sur toute la voiture afin de détecter les incohérences au niveau aérodynamique. Ce qui ne s'est pas passé par contre. À aucun moment, ils ont demandé à ce que les ordinateurs à l'intérieur du véhicule soient retirés. En réalité, ces ordinateurs travaillaient de concert avec les fameuses ficelles pour donner un maximum d'informations sur la voiture. Et Carroll Shelby était vraiment content d'avoir ces informations. Il n'était pas du tout contre l'informatique comme on peut le voir un petit peu dans le film. D'ailleurs, pendant le développement de la GT40 entre Le Mans 65 et Le Mans 66, ils ont mis les moteurs sur des bandes puissance. On peut le voir un petit peu dans le film et c'est réellement arrivé. C'était une des premières fois que ça arrivait. Ils avaient réussi à programmer dans le banc de puissance toutes les montées et les baisses de régime que crée le circuit du Mans. Donc les moteurs étaient aux États-Unis, mais dans les conditions réelles dans lesquelles ils allaient être utilisés pendant le Mans. Et du coup, ils les faisaient tourner à fond de balle comme ça jusqu'à ce qu'ils cassent. Ils réparaient ensuite ce qui avait été cassé, ils essayaient de régler le souci et c'était reparti. Ils ont fait ça jusqu'à ce que les moteurs puissent tenir 24 heures du Mans de suite. Bon, comme son nom l'indique, une grosse partie du film se passe pendant les 24 heures du Mans 1966. Et là également, il y a 2-3 petites incohérences qui auraient rendu le film un peu moins intéressant si elles avaient été respectées. Tout d'abord, à plusieurs reprises, on voit Enzo Ferrari dans sa loge au-dessus du stand Ferrari. On le voit même parler, on le voit se moquer de Henry Ford qui arrive en hélicoptère, etc. Alors je suis désolé, mais Enzo Ferrari n'était pas présent aux 24 heures du Mans 1966, il était juste pas là, il n'était pas présent. Donc toutes ces scènes sont complètement fausses, même la scène où du coup il quitte la loge avant la fin de la course parce qu'il voit bien qu'il a perdu, etc. Alors c'est beau pour le film, c'est pas arrivé. Ce qui a bien pu arriver par contre, alors on ne sait pas si c'est arrivé exactement de cette façon-là, mais c'est toutes les petites filouteries entre guillemets de Carroll Shelby sur le stand Ferrari. Vous savez, quand il jette un écrou par terre ou quand il vole les chronomètres. Alors on ne sait pas s'il a volé les chronomètres ou s'il a acheté un écrou par terre, mais on sait qu'il était un petit peu de ce genre, à faire des petits coups on se comprend. Bon, et la scène que tout le monde attend, est-ce que c'est vraiment arrivé et comment ça s'est passé exactement? La scène du fameux photo finish avec les 3 GT40 qui arrivent exactement au même moment sur la ligne d'arrivée. Est-ce que Ford a vraiment fini par faire ce coup à Ken Miles? Eh bien oui. Oui, c'est arrivé. Ford a effectivement demandé à Ken Miles, alors qu'il avait une avance considérable, ils lui ont demandé de ralentir pour se laisser rattraper par les 2 autres Ford GT40 qui couraient à ce moment-là sur le circuit. Et c'est effectivement en partie Leo Beebe qui a pris cette décision. Et c'est pour ça que pendant tout le film, Leo est dramatisé complètement et reconnu comme le méchant de l'histoire. Alors qu'en réalité, il a expliqué bien plus tard dans des interviews, il a expliqué pourquoi il avait pris cette décision. Et d'ailleurs, c'était une décision qu'il n'a pas prise seul, c'était une décision de concert. Carroll
Shelby était d'accord, il a dit avoir regretté cette décision par la suite. Et Henry Ford était au courant et il a pris la décision avec lui. En réalité, si cette décision a été prise, c'est de 1 pour être sûr que les 3 voitures allaient finir la course. On était quand même à quelques tours encore de l'arrivée. Il fallait absolument que les 3 voitures finissent. Il faut comprendre que Le Mans, pour Ford, c'était un énorme investissement. Ils ont mis beaucoup plus d'argent dans la GT40 que ce qu'ils voulaient mettre dans le rachat de Ferrari. Donc pour eux, c'était un investissement énorme. Il fallait que le coût de pub soit énorme. Il fallait qu'il y ait des retours sur investissement. Donc il fallait que les 3 voitures arrivent. C'était extrêmement important. Donc une façon d'éviter les accidents, les crashs, les accrochages, c'était de demander aux 3 pilotes de ne pas se battre les uns contre les autres et d'arriver de concert, tranquillement, tous les 3, de passer la ligne d'arrivée sans qu'il y ait de casse. Et évidemment, comme décrit dans le film, c'est également un gros coup marketing. Je veux dire, le but, encore une fois, c'était de vendre des Ford. Et alors, une photo finish avec les 3 voitures qui arrivent exactement au même moment, c'est un coup marketing énorme. Évidemment, c'était la première fois qu'une marque américaine gagnait les 24 heures du Mans et là, ils avaient réussi à mettre 3 voitures aux 1, 2 et 3e place. Donc c'était magique, c'était merveilleux. Alors en réalité, le photo finish n'a pas été organisé exactement comme dans le film. Dans le film, on voit les 3 Ford arriver exactement au même moment. Dans la réalité, Ford voulait que Ken Miles et Bruce McLaren, donc les 2 pilotes phares, arrivent exactement au même moment sur la ligne d'arrivée pour créer le premier ex-aequo du monde de Le Mans, des 24 heures du Mans. Et puis derrière, il y avait la 3e GT40 qui devait être également sur la photo pour montrer un petit peu le truc. Elle ne devait pas arriver toutes les 3. C'était vraiment Ken Miles et Bruce McLaren exactement au même niveau. Et ils trouvaient que l'idée était géniale. Donc ils ont prévenu les pilotes. Ils ont dit voilà ce qu'on veut que vous fassiez. Ok, Ken Miles n'était pas ultra content, mais en réalité il était moins tête brûlée que décrit dans le film, et il a accepté parce que c'était un team player. Il a dit ok, très bien, on va le faire, on va gérer les choses comme ça, on va le faire. Et du coup les 2 pilotes partent, donc il n'y a plus d'arrêt au stand, il n'y a plus rien. Et là, l'organisation des 24 heures du Mans se rend compte que Ken Miles tourne 30 secondes moins vite que les tours précédents. 30 secondes, même sur un circuit qui est grand, le circuit du Mans c'est grand, mais 30 secondes c'est énorme, je veux dire c'est vraiment énorme. Si on perd déjà 5 ou 10 secondes par tour, c'est que vous êtes très lent. Alors si vous perdez 30 secondes, c'est vraiment que vous le faites exprès ou qu'il y a un problème avec la voiture. Donc les organisateurs ont compris qu'il y avait quelque chose qui est en train de se tramer et ils ont été porter l'oreille un petit peu du côté de chez Ford et se sont rendus compte que le but de Ford c'était de mettre les 2 voitures exactement côte à côte à la ligne d'arrivée. Et les organisateurs ont refusé. Ils ont dit, écoutez, il n'y aura pas d'ex-aequo. Il n'y a jamais eu d'ex-aequo aux 24 heures du Mans. Il n'y en aura jamais. Donc, si les 2 voitures arrivent exactement au même moment, eh ben, ce sera la voiture qui sera partie de plus loin qui va gagner la course. Donc, c'est à ce moment-là que Ford apprend que c'est Bruce McLaren qui va être en première position. Mais c'est pas du tout ce qu'il voulait. En réalité, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Il voulait avoir les 2 pilotes en première position. Malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Et forcément, à cette époque-là, il n'y a pas de radio dans les voitures. Donc, il est plus question de prévenir les pilotes, de leur dire finalement, ne faites pas ça. Et finalement, Ken Miles prend quelques mètres d'avance pour que la course soit gagnée. Et puis que t'es le trio, quoi, puisqu'il avait gagné les 3 courses d'endurance, il avait gagné les 2 premières courses d'endurance, il lui manquait plus que Le Mans 66. Donc pour lui, c'était vraiment dommage de louper ça. Et pour Ford aussi, ça aurait été un coup marketing assez intéressant. Donc c'était vraiment pas ce qui était voulu. Malheureusement, ça va se passer comme ça. Et Ken Miles va la prendre en arrivant, en sortant de sa voiture. En fait, il veut mettre sa voiture vers l'endroit où les voitures gagnantes doivent aller. La GT40 de Bruce McLaren entre sans problème. Et là, il y a les officiels du Mans qui arrêtent Ken Miles et qui lui indiquent que non, il n'a pas gagné. Et là, il aura cette phrase qui est restée mythique. Il sort de la voiture et il dit Damn, I think I've been fucked. Qui pourrait se traduire par je crois que je me suis fait baiser. Ouais, Ken, je crois que tu t'es fait baiser. En plus, quelques mois après, comme on le voit dans le film, effectivement, il va décéder lors d'un accident. Il va décéder des suites d'un accident avec justement la GT40 de développement qui était prévue pour Le Mans 67. Le Mans qui devait normalement gagner. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré concocter cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo
où je compare un petit peu un film avec la réalité, et c'est quelque chose que moi j'adore, que ce soit pour des films de voiture ou pour même d'autres films qui s'inspirent de faits réels. Si vous connaissez une chaîne YouTube qui fait ça avec d'autres films, mettez-moi ça dans les commentaires parce que j'en cherche une depuis longtemps et j'en ai jamais trouvé. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut! Donc oui, Enzo Ferrari a bien dit ça. Oui, je sais que c'est pas gentil, mais j'aimerais que tu me laisses faire ma vidéo tranquille, s'il te plaît.